adopted, abused, and abandoned 7 kids placed in the care of Michelle Hobson, who became known as YouTube Mom after her 2019 arrest. Thank the child, like, what? No crime in law. 2 of them asked me the same question, if I was still a virgin. Depuis la création de YouTube en 2005, il y a des milliards de vidéos qui ont été postées, et ce par des millions de chaînes YouTube. Je pense viser à peu près juste si je dis que parmi ces millions de chaînes et ces milliards de vidéos, beaucoup d'entre elles ont bercé notre enfance et grandi avec nous. JDG, Squeezie, Dr Nozman, Fanta, et je n'aurai clairement pas assez de mes deux mains pour citer tous ces fascinants youtubeurs. Mais comme avec le yin et le yang, il y aura toujours des poids de l'autre côté de la balance, parce qu'il faut forcément garder un équilibre. Et aujourd'hui les amis, je vais vous plonger dans les tréfonds de YouTube, dans cette brisure où YouTube va y mettre les chaînes qui ont été bannies ou supprimées, et ce bien souvent pour des raisons sombres et mauvaises. On va parler d'abus et d'exploitation d'enfants, d'une mère de famille qui séquestre ses petits, d'un faux prophète qui rallie des gens à sa cause dérangeante grâce à sa chaîne YouTube, et de maltraitance animalière. Restez bien jusqu'à la fin car le dernier cas est vraiment troublant. Éteignez les lumières et prenez votre meilleur popcorn car je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 2 des chaînes YouTube bannies pour des raisons terrifiantes. Toys Freak. Oh, you girl, like a good baby. Oh no, I can't, baby. Oh, yeah. Cette personne que vous voyez là, c'est Greg Chisholm. C'est un père célibataire qui élève ses 2 filles, Victoria et Annabelle. En 2012, il a créé une chaîne YouTube, connue sous le nom de Toys Freak. Et Toys Freak, eh bien, c'est ça. Et là, c'est un passage soft. En fait, la chaîne Toys Freak était connue pour ses vidéos avec Grégory et ses 2 filles, toujours tous les 3 déguisés en bébés. À chaque fois dans des situations gênantes, parfois dégoûtantes, dans des activités absolument dérangeantes et absolument pas appropriées, surtout pour des petites de moins de 10 ans. Regardez-moi ça. Ça a commencé de la manière la plus innocente possible. Imaginez une chaîne YouTube avec peu d'abonnés, peu de vues, où une famille joue avec des jouets, déguisements et mise en scène colorée et déjantée, et plutôt drôle parfois. En surface, tout était normal. Mais plus on creusait, et plus les vidéos et les vues s'accumulaient, et plus un côté pervers se faisait ressentir. Quelques années plus tard, la chaîne a explosé en popularité. Les viewers principaux étaient des enfants, et d'ailleurs ça se confirmait par les commentaires sous les vidéos. Les jeux de rôle mis en scène par Toys Freak, les combats de nourriture et les unboxings de jouets, évidemment, ça attire du monde. Et en vérité, très vite, quelque chose a commencé à clocher. Les vidéos devenaient de plus en plus longues, à chaque fois mettant les 2 petites dans des situations vraiment inconfortables, voire dérangeantes, allant parfois jusqu'à des extrêmes où on en voyait une des 2 pleurer ou vomir devant la caméra, toujours sous les rires de leur père. Et plus les mois passaient, plus les situations devenaient inappropriées. À tel point que les gens ont commencé à dénoncer la chaîne. Ils l'ont signalé et d'ailleurs à ce moment-là, la chaîne avait accumulé plus de 8 millions d'abonnés pour des milliards de vues. Mais clairement, à ce moment-là, les frontières entre l'innocence et l'exploitation d'enfants n'existaient plus. Et bingo, face à la montée des inquiétudes et aux plaintes répétées par divers organismes, et notamment grâce à l'article de James Bridle sur la plateforme Medium, la chaîne a été supprimée par YouTube en novembre 2017. Alors que Toys Freak culminait à 8,5 millions d'abonnés et presque 7 milliards de vues. Et en vérité, pour comprendre l'ampleur qu'a eu la chaîne Toys Freak, j'aurais tendance à vous renvoyer vers ces 2 vidéos, celle du roi des rats et celle de Sir Gibbsy, dédicace à eux deux d'ailleurs au passage, sur le scandale autour de Swan et Neo. Maintenant, vous amplifiez ce scandale par 10 et vous comprendrez l'ampleur qu'a eu Toys Freak et les répercussions que ça a pu avoir sur beaucoup d'autres personnes
y compris les deux petites. Et d'ailleurs, et je ne vais pas encore élaborer sur ce sujet parce qu'il date de 2017, mais toute l'affaire qui tourne autour de Toys Freak est aussi liée avec l'Elsa Gate. L'Elsa Gate, en 2 phrases, c'était un énorme terrain de lapin lié à toutes ces vidéos qui mettaient en scène des enfants et des adultes se déguisant. Le contenu, qui était souvent inapproprié, encore une fois, perturbant, encore une fois, mettait en scène des personnages comme Elsa de la Reine des Neiges ou Spider-Man, et ce genre de contenu ouvrait la porte à toutes sortes de personnes détraquées dans les commentaires, qui exploitaient la naïveté des plus jeunes spectateurs, par exemple avec des commentaires qui n'ont pas leur place sur YouTube. The Stoffer Life. Ce petit bonhomme que vous voyez là, c'est Huxley et sa mère adoptive, Micah. Et dans quelques instants, vous allez vite voir comment cette photo, que vous percevez pour l'instant, j'imagine, tout de suite de façon plutôt positive, va devenir tout l'opposé. Mais ne bougez pas, car on y revient dans un petit instant. Pour le moment, imaginez une famille parfaite, une belle et grande maison, une famille avec des enfants qui ne manquent de rien, qui ont plein de cadeaux, des grands sourires, et le tout partagé et diffusé sur les réseaux sociaux. C'était exactement ça, The Stoffer Life à la base. Une famille de youtubeurs qui partageait tout simplement son quotidien avec des milliers de fans. Et il faut remonter en 2016 pour trouver le début de la brisure qui aura ensuite grossi jusqu'à ce que la chaîne soit supprimée. Micah et James Stoffer expliquent dans une vidéo YouTube qu'ils ont envie d'agrandir leur famille. Il faut préciser à ce moment-là qu'ils ont déjà plusieurs enfants biologiques. Ils n'en dévoilent pas plus dans la vidéo, ils disent simplement qu'ils veulent faire une bonne action en voulant adopter un enfant à l'international, dans le seul et unique but de lui offrir une meilleure vie. C'est un acte qui semble noble sur le papier, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que, la vidéo suivante, Micah et James introduisent à leur abonné le petit Huxley, un enfant chinois diagnostiqué avec des besoins spéciaux car étant atteint d'autisme de niveau 3. Et évidemment, tout le processus d'adoption est documenté, filmé et posté en ligne, absolument tout, faisant des millions de vues sur chaque vidéo. Et cet acte noble, comme je l'ai dit en apparence, et vous allez vite comprendre pourquoi, vient dorer le blason de la famille Stoffer. Non seulement leur popularité était au plus haut, mais aussi leur vue explosait, car ils sortaient toutes les semaines plusieurs vidéos sur Huxley, avec Huxley, ou en tout cas en mettant Huxley en avant. Et là, et j'en vois plein de love aux gens qui me regardent et qui sont ou connaissent des gens qui sont atteints d'autisme, mais pour rappel, Huxley était atteint d'autisme de niveau 3, c'est-à-dire qu'il nécessite une aide très importante et en permanence. Il souffre aussi d'un manque d'aptitude, d'un manque de communication verbale et non verbale. Et surtout, n'est pas en position de donner son consentement pour quoi que ce soit. Et là, eh bien, je pense que vous voyez arriver le désastre et les choses horribles qu'ont fait la famille Stoffer. Bref, continuons. Les semaines vont passer, les vues et le succès de Micah et James vont être décuplés, ils vont enchaîner partenariat sur partenariat, recevoir de nombreux dons de la part des fans, des collaborations et financièrement parlant, leur chaîne YouTube atteint des sommets. Mais qui dit autant d'yeux posés sur eux à chaque sortie de vidéo, dit aussi plus d'attention. Et petit à petit, eh bien, quelque chose va changer. Cette brisure dont je vous ai parlé, qui est arrivée quand le petit Huxley a été adopté, va continuer de grossir jusqu'à devenir incontrôlable. Déjà, les gens ont vite remarqué quelque chose. Huxley était de moins en moins présent dans les vidéos. Et quand les gens demandaient où il était, Micah esquivait la question ou répondait sur un ton différent, réservé, voire parfois très sec, si elle n'ignorait pas. Et puis aussi, il y a ces vidéos où Huxley semble en difficulté. Il s'écarte du champ de la caméra pour pleurer, sangloter, on l'entend, il jette des regards perdus et il semble clairement avoir besoin d'aide. Il y a notamment cette vidéo où Huxley va être vu avec une sorte de bandage en gros scotch gris en Chatterton autour de son poignet et de son pouce. C'est horrible. Puis vient un jour où Huxley disparaît totalement des vidéos. Micah et James Stoffer continuent de poster des vidéos, mais Huxley n'est plus présent. Et évidemment, des milliers de personnes veulent savoir où il est et ce qui lui est arrivé. Mais le couple fait l'autruche. Avance rapide jusqu'en mai 2020, après des mois de silence où le couple va poster une vidéo de confession. Visage triste, larmes et... For us, it's been really hard hearing from the medical professionals a lot of their feedback and things that have been really upsetting for us because this is not what we've ever wanted to hear. We've never wanted to be in this position. En gros, ils vont pleurer pendant 10 minutes pour expliquer qu'après 4 ans, ils ont décidé de se séparer de Huxley et de le donner en adoption à un autre foyer. Leur justification ? Eh bien, ils disent que les besoins de Huxley sont devenus difficiles à gérer, plus compliqués que ce qui était prévu. C'est n'importe quoi. Et là, eh bien, évidemment, la nouvelle fait l'effet d'une bombe, comme on pouvait s'y attendre.
Les mois précédant l'annonce étaient déjà remplis de tensions, évidemment, mais là le couperet venait de tomber. Des fans en colère protestent sous les vidéos et une phrase revient souvent. Vous avez bâti votre réputation et votre richesse sur l'adoption de Huxley. Comment pouvez-vous juste vous en débarrasser comme un objet devenu encombrant ? Évidemment, et c'est justifié, les critiques pleuvent, accusations d'exploitation, de mise en scène, et tout semble être justifié. Certaines personnes ont passé en revue toutes les vidéos de Micah où Huxley était visible et ont monté des dossiers contre la famille et des pétitions se sont créées pour que les autorités enquêtent sur Huxley. Je vous rassure, il a bel et bien été adopté par une autre famille où il reçoit maintenant les soins et l'amour dont il a besoin et dont il mérite. Rapidement après cette histoire, Micah et James ont supprimé toutes leurs vidéos YouTube, puis c'est la chaîne qui a fermé peu de temps après. La morale de cette sombre histoire des Stouffer, c'est que derrière l'écran, derrière les vidéos YouTube, derrière les façades, il y a des vies, il y a des enfants qui ne sont ni des outils marketing, ni des mascottes, mais vraiment des humains très vulnérables. Personne ne saura jamais ce qui est arrivé à Huxley pendant ces 4 années, et le prix payé par Micah et James est clairement trop bas au vu de leurs actes. Les chaînes de sauvetage d'animaux. Trigger warning, ce passage va parler de maltraitance animalière. Si vous désirez passer cette entrée, je vous mets le timecode de l'entrée suivante. L'année 2020 et 2021 fut ponctuée d'un nouveau genre de vidéo sur la plateforme, et qui envahit YouTube comme une traînée de poudre. Le concept, eh bien, toujours la même chose. Une vidéo en mode fan footage avec une qualité pas terrible, des sons de voix et un style très brut, et 2 animaux, un qui attaque et l'autre qui se fait attaquer. Et ça, dans des milliers de vidéos. La plupart du temps venant d'Asie du Sud-Est et du Cambodge plus précisément, à en déduire par la langue parlée dans 90% de ces vidéos. Après quelques minutes dans la vidéo, alors que l'animal qui se fait attaquer est dans une très mauvaise posture, souffrant et en détresse physique et mentale, une personne, un humain donc, va arriver de manière un peu aléatoire et sauver cet animal en détresse. La personne va repousser l'animal qui attaque, tel un héros arrivant sur les lieux de manière un peu hasardeuse. Et le sauvetage va être filmé, évidemment, et la vidéo coupée peu après. Et ce genre de vidéo avec l'exact même schéma, l'exact même genre d'acte qui se passe dedans, a proliféré sur YouTube pendant des mois, pendant de trop nombreux mois. On parle là de millions et de millions de vues, des dizaines de milliers de commentaires d'encouragement, de remerciements aux personnes sauvant tous ces animaux. Mais si tout était si beau et si rose, vous vous en doutez, je n'en parlerai même pas dans ma vidéo sur les chaînes YouTube supprimées. Et évidemment, les gens ne sont pas dupes et ils ont commencé à se poser des questions sur ce contenu violent. Pourquoi ces animaux sauvages s'en prenaient-ils à d'autres animaux qui n'étaient même pas leur proie naturelle? Pourquoi les vidéos étaient toujours filmées de jour et ce même avec des animaux nocturnes? Pourquoi ces vidéos qui semblent tellement amateurs et prises à la volée sont malgré tout structurées, bien pensées, avec plusieurs angles de caméra et dans des endroits qui ne semblent au final pas si aléatoires que ça? Et surtout, pourquoi les mêmes animaux reviennent d'une vidéo à une autre? Et là, eh bien, vous voyez venir la raison. Et oui, c'est dégueulasse. Absolument, chacune de ces vidéos était en vérité mise en scène, scénarisée de A à Z, tout. À aucun moment, un python birman qui ressemble à ça n'irait attaquer un gibbon qui ressemble à ça, ou alors un raton laveur attaquer un chat. En vérité, les vidéos de ce genre faisaient partie de ce qui se fait de plus mauvais sur YouTube. Les animaux que les gens pensaient sauvés et en sécurité étaient en vérité maltraités, mis en cage, utilisés encore et encore, forcés d'être mis dans ces situations. Et surtout, eh bien, ils souffraient réellement pour ces vues. Ces vues par milliards qui représentaient évidemment des centaines de milliers de dollars en cash. En mars 2021, après que le scandale autour de ces vidéos ait explosé et que des centaines d'entre elles aient été signalées à YouTube, la plateforme a fait un grand nettoyage et a supprimé une quantité immonde de ses chaînes YouTube. Évidemment, il en reste encore sur la plateforme. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez à présent comment cacher n'importe quoi aux yeux de l'algorithme YouTube. Mais quand même, un bon nettoyage a été fait et c'est tant mieux, du balai. Apollo Kiboloy. Le monsieur que vous voyez là sur cette jolie fiche du FBI, c'est le pasteur Apollo Kiboloy, autoproclamé envoyé de Dieu, fils de Dieu, depuis 2005, pour être le nouveau Messie sur Terre et apporter la paix absolue dans le monde. Et là, je vais vous expliquer comment cet homme, résidant aux Philippines et prétendant être le fils de Dieu, a réussi à diriger un des cultes les plus troublants à l'aide d'une seule chaîne YouTube. Mais ça, j'y arrive dans quelques minutes. Commençons plutôt par le début, son ascension. C'est en septembre 1985 que Kiboloy va créer le mouvement Kingdom of Jesus Christ, littéralement le royaume de Jésus-Christ.
Rapidement, il s'est mis à dire à qui voulait l'entendre qu'il venait d'être choisi par Dieu comme étant un fils légitime. Et à l'aide d'un certain charisme et d'une conviction à toute épreuve, car ça, eh bien, je ne peux pas lui retirer. My talent is to preach. My talent is to be a leader. Not everyone can become a preacher or have been given a talent like me to go and lead the 6 million people. Il va, au fil des années, comme tout bon leader de culte charismatique, s'attirer de très nombreux fidèles. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pas moins de 6 millions de personnes qui voient en lui le Messie et lui vouent un culte. Mais gardons notre focus sur YouTube. C'est le 24 mai 2016 que Kiboloy va se décider à créer une chaîne YouTube, du nom de SMNI News Channel. Il mettait sa chaîne YouTube en avant en précisant que c'était une chaîne religieuse, d'extrême droite, libre de parole et qui diffusait en continu, d'abord en tagalog, la langue parlée aux Philippines, puis rapidement en anglais, pour instiller sa parole à l'international. Kiboloy étant déjà très connu, la chaîne a rapidement connu un succès. Mais malgré ce succès rapide, la chaîne a rapidement été cataloguée comme pure propagande et des informations de masse, surtout à des fins politiques, monétaires et manipulatives. Mais là, on va faire une toute petite pause concernant sa chaîne YouTube et on va réouvrir le joli avis de recherche du FBI que je vous ai montré un peu plus tôt pour voir les raisons pour lesquelles ce leader de culte philippin se retrouve sur la liste des Most Wanted aux États-Unis. Alors, selon les accusations, il aurait orchestré un système de trafic de main-d'œuvre en faisant venir des membres de son église aux États-Unis avec un visa obtenu frauduleusement, forcer ses membres à collecter des dons pour une fausse organisation caritative, l'argent servant en réalité à financer des activités de l'église et le train de vie luxueux de ses dirigeants, contraint les membres s'occupant de la collecte de fonds à faire des mariages fictifs pour obtenir de faux visas pour poursuivre leur activité aux États-Unis, et recruter des femmes comme assistantes pastorales qui devaient s'occuper de ses besoins personnels, le repas, le ménage, les massages, et se soumettre à des relations sexuelles forcées appelées services de nuit tous les jours. Donc voilà, pendant que ce mec, Kiboloy, était tranquillement en train de s'installer sur YouTube, faire ses podcasts, poster ses petites vidéos, il faisait en à côté tous ces actes ignobles et dégueulasses. Il aura quand même fallu attendre 2 ans après l'émission de son mandat par les autorités américaines le 7 juillet 2023 pour que YouTube termine la chaîne SMNI et toutes les chaînes associées. Pour la petite histoire, Kiboloy s'est fait raider chez lui par les autorités philippines en novembre 2024. Il a été arrêté et mis en détention en vue d'un jugement prochain, mais le 18 janvier 2025, il y a donc quelques semaines à peine, il s'est fait hospitaliser d'urgence à cause d'une pneumonie. On va donc devoir encore attendre un peu pour que justice soit faite. C'est en juin 2012 que cette personne a lancé sa première chaîne YouTube, du nom de Fantastic Adventures. Machelle Hobson, de son vrai nom, est une mère de famille qui vit dans un pavillon de banlieue, avec ses 7 enfants adoptifs. Elle a donc commencé à faire des vidéos sur YouTube pour documenter sa vie et celle de sa petite famille, de manière sympathique et innocente. Et il faut reconnaître d'ailleurs qu'avec les années, eh bien, la chaîne Fantastic Adventures n'a pas seulement bien marché, elle a explosé. Des millions de vues tous les mois, des enfants qui semblaient vraiment s'amuser sur les vidéos, tout du moins en apparence, et tout semblait rouler comme sur des roulettes pour cette belle famille. Les années passent, la chaîne YouTube s'approche de la part symbolique du 1 million d'abonnés, et même si sur le papier c'est beau, le problème c'est que Machelle, la maman, va peu à peu se transformer au fil des années. Avec les vues sont arrivés les billets de banque bien verts, et beaucoup de billets de banque. Et petit à petit, on a vu Machelle passer d'une mère aimante à un démon. Alors qu'au début, les vidéos étaient non scriptées, légères, drôles et centrées sur la vie quotidienne des enfants, au fil des derniers mois, les choses ont complètement changé. Machelle a retiré ses enfants de l'école pour qu'ils ne fassent que des vidéos. Elle a aussi commencé à scripter toutes ses vidéos, distribuant d'ailleurs le script aux 7 enfants et au passage leur forçant à l'apprendre par cœur. Et là, eh bien j'ai une petite devinette pour vous. À votre avis, que va lui faire Machelle si un de ses enfants n'a pas envie de tourner, ne se sent pas trop bien ou a tout simplement oublié son texte? Elle va gentiment lui proposer d'aller boire un bon chocolat chaud et de se reposer tranquillement. C'est faux. Machelle est devenue une véritable tyran sur les dernières années. Et si un enfant osait protester, eh bien les punitions tombaient sous 3 catégories. Privé de repas, ou un bain d'eau glacée, ou alors se faire asperger de bombes au poivre. Et oui, je suis premier degré. Et forcément, avec un tel niveau de sévice, de châtiment, en cas de refus de tourner une vidéo, eh bien oui, les 7 enfants filés au doigt et à l'œil par peur des représailles. Et Michelle postait toujours plus de vidéos, qui faisaient toujours plus de vues, et elle se remplissait les poches. En 2017, il s'est passé un premier événement qui va venir bousculer le quotidien militaire de Machelle. Un des enfants a été aperçu dans la rue, en train de s'échapper, de courir, sans vêtements et dans un état lamentable.
Des voisins l'ont vu et ils ont appelé les services de la protection de l'enfance, ils ont fait un signalement et Machel a subi 9 inspections entre 2017 et 2019. Mais, et là c'est triste, mais sur ces 9 inspections, eh bien ils n'ont jamais rien trouvé d'assez probant pour l'arrêter. Évidemment, et c'est un peu ma partie préférée dans ce genre de vidéo, il y a eu un événement inattendu, un twist. Machel, si calculatrice, a oublié un tout petit détail. Sa fille biologique, Megan Hobson. En 2019, alors que Megan passait dans le quartier, dans le coin, elle a aperçu sa mère en train de faire ce qu'elle faisait de mieux, torturer un de ses enfants adoptifs. Megan a alors appelé immédiatement les services sociaux, en urgence, et la police est arrivée sur les lieux très rapidement, en improviste. Et là, c'est la catastrophe. Les policiers sur place ont trouvé les enfants mal nourris, dans un mauvais état physique, mental, et avec des témoignages troublants. Une des plus jeunes filles a témoigné que sa mère la punissait souvent en mettant de la bombe au poivre sur ses parties génitales. Un autre garçon, pareil, et de manière générale, les enfants étaient dans un très mauvais état. Machel va rapidement être arrêté et évidemment se faire juger coupable peu après. Bien sûr, la chaîne YouTube Fantastic Adventures va être supprimée par YouTube dans la foulée. Et malheureusement, ou heureusement, Machel ne va pas pouvoir purger sa peine en entier. Elle va décéder le 12 novembre 2019 des suites d'une blessure au cerveau, arrivée dans la prison où elle était détenue d'ailleurs. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez un like et abonnez-vous si elle vous a plu et je vous propose de commenter FBI si vous êtes arrivé jusqu'ici. Cliquez juste là pour voir ma dernière vidéo sur les anomalies flippantes de YouTube et moi je vous dis à lundi prochain.